Il y a plus de 2500 ans, une civilisation a posé les bases de presque tout ce qui fait notre monde aujourd'hui. Notre politique, notre philosophie, même notre façon de penser. Et oui, on parle bien de la Grèce antique et son héritage est incroyablement vivant, vous allez voir. Mais alors, la question c'est pourquoi ? Pourquoi est-ce que la Grèce antique, ça nous fascine encore autant ? Qu'est-ce qui fait que l'on se tourne encore et toujours vers ces penseurs, ces artistes, ces cités ? Qu'est-ce qui résonne encore si fort ? Eh bien la réponse, elle est finalement assez simple, mais en même temps vertigineuse. C'est parce que sans qu'on s'en rende toujours compte, leurs idées ont littéralement construit les fondations de notre société. Allez, on va voir ensemble à quel point cet héritage est omniprésent. Alors, première chose très importante à clarifier tout de suite. Quand on dit Grèce antique, on imagine souvent un pays avec des frontières, un peu comme la France aujourd'hui. Mais en réalité, c'était beaucoup plus complexe que ça. Ce monde grec, en fait, c'était une sorte de grande mosaïque. Il faut imaginer des dizaines et des dizaines de cités-États indépendantes, les fameuses polices. Chacune avait ses propres lois, sa propre armée et un orgueil démesuré. Ce qui les unissait alors, surtout pas un gouvernement central. Non, c'était une culture commune, la même langue, les mêmes dieux, les mêmes grandes histoires. C'était un réseau, un peu paradoxal, de rivaux qui se sentaient quand même de la même famille. Et c'est justement cette tension permanente qui a rendu cette civilisation aussi explosive et créative. Et c'est au cœur de cette rivalité, de cette effervescence, qu'une des idées les plus dingues, les plus révolutionnaires de toute l'histoire de l'humanité va émerger. L'idée que le pouvoir, il pourrait appartenir directement aux citoyens. Le mot, rien que le mot, dit tout. Démocratie. C'est un cadeau direct des Grecs. Démos, le peuple, et kratos, le pouvoir au peuple. C'est né à Athènes et à l'époque, c'était une idée complètement folle, que les citoyens se rassemblent pour débattre et décider, ensemble, de leur avenir commun. Oui, mais, et c'est un mais énorme, qui était vraiment le peuple à Athènes. Quand on regarde les chiffres, c'est assez choquant. Sur une population d'environ 240 000 personnes, seuls 40 000 hommes avaient le statut de citoyen. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que plus de 80% des habitants étaient tout simplement exclus du jeu politique. La fracture était nette, brutale. Pour avoir le droit de parler, de voter, il fallait cocher toutes les cases. Être un homme, être libre et être né de père et de mère athéniens. Toutes les femmes, tous les étrangers, même ceux nés sur place, qu'on appelait les métèques, et bien sûr tous les esclaves qui faisaient tourner l'économie, tout ce monde-là était condamné au silence. Notre fameuse démocratie mère était en fait un club ultra sélect. Mais cette révolution, elle ne s'est pas arrêtée aux portes de l'Assemblée. Non. Au même moment, un autre tremblement de terre, peut-être encore plus fondamental, était en train de secouer les esprits. Une toute nouvelle manière de voir le monde et de le comprendre. Le basculement est radical. Avant, c'était simple, en quelque sorte. La foudre qui tombe, c'est Zeus qui est en colère. Et puis, tout d'un coup, des penseurs arrivent et posent des questions totalement différentes. Ils ne demandent plus « quel dieu a fait ça ?» mais pourquoi ça arrive ? Quel est le principe naturel derrière tout ça ? C'est la naissance de la raison, le fameux logos, qui tente de percer les secrets de l'univers, le cosmos. Et avec cette nouvelle approche, on se met à réfléchir à des questions absolument vertigineuses. Prenez cette phrase d'Héraclite, elle est incroyable. On entre et on n'entre pas dans les mêmes fleuves. Nous sommes et nous ne sommes pas. En gros, il nous dit que tout bouge, tout change, tout temps. Rien n'est figé, même nous. Le monde n'est plus juste une scène pour les dieux, ça devient une énigme fascinante que l'on peut essayer de résoudre avec notre intelligence. D'accord, donc on a des cités qui se font la guerre en permanence, qui sont ultra fiers de leur indépendance, mais alors, qu'est-ce qui faisait qu'un Spartiate et un Athénien se sentaient quand même tous les deux grecs ? Qu'est-ce qui les unissait ? La réponse, elle est culturelle. Et l'exemple le plus fort, le plus symbolique de ça, ce sont bien sûr les Jeux Olympiques. On a une date, 776 avant notre ère, qui marque la première édition de cet événement panhellénique. Un mot super important qui veut dire pour tous les Grecs. C'était le grand rendez-vous qui rassemblait ce monde fracturé. Il faut s'imaginer ça. Tous les 4 ans, à Olympie, le temps s'arrêtait. On comptait même le temps en Olympiade. Et surtout, une trêve sacrée était proclamée dans tout le monde grec. Les guerres devaient cesser, juste pour que les athlètes et les spectateurs puissent voyager en toute sécurité. C'était la preuve vivante que, au-delà de leur conflit, ils partageaient quelque chose de plus grand. Un symbole tellement puissant qu'on a décidé de le faire renaître en 1896. L'historien Hérodote a trouvé les mots parfaits pour décrire ça. Ce qui faisait un grec, ce n'était pas un passeport. C'était de partager le même sang, la même langue, les mêmes dieux, les mêmes coutumes. C'est ça, être un Hellène. Et tous les autres, c'était des
barbare. Un mot qui à l'origine voulait juste dire « ceux qui ne parlent pas notre langue », ceux dont on ne comprend pas le charabia, le barbare. Bon, on a vu la politique, la pensée, la culture, mais comment tout ça a-t-il pu traverser 2500 ans pour arriver jusqu'à nous? La fin de l'indépendance des cités grecques, finalement, ça n'a pas été la fin de leurs idées. Au contraire, c'était le début d'un très très long voyage. Le premier grand passeur de relais, ça a été Rome. Les Romains, militairement, ils ont conquis la Grèce. Mais culturellement, c'est la Grèce qui les a conquis. Ils ont absorbé la culture grecque, ils l'ont traduite, adaptée et diffusée partout dans leur immense empire. C'est ce pont gréco-romain qui a permis bien plus tard à des mouvements comme la Renaissance de redécouvrir ces trésors et d'en faire le socle de notre monde moderne. Mais tout cet héritage nous force aussi à nous regarder dans le miroir et à nous poser une question qui dérange. Quand on célèbre la démocratie et la philosophie grecque, est-ce qu'on n'est pas en train d'idéaliser une civilisation qui reposait sur la guerre incessante et surtout sur l'esclavage? Le Parthénon a été bâti par des esclaves. La démocratie d'Athènes ne fonctionnait que parce qu'une majorité était privée de droits. Alors la question reste entière, quel héritage choisit-on de revendiquer et quelle est la part d'ombre qu'on a le courage de regarder en face?